Me précipitant pour rencontrer les riches parents de mon fiancé, je me suis arrêté pour aider une inconnue âgée. Et au moment où j'ai pénétré dans leur maison, je me suis gelé face à une vérité impensable. Je ne remarquais même pas la pluie froide qui trempait ma blouse jusqu'à ce qu'elle adhère à ma peau comme une seconde couche. Les lampadaires se brouillaient sous l'averse, projetant de longs reflets sur le pavé mouillé tandis que je marchais plus vite, cherchant à fuir le souvenir de cette table de dîner. Mes cheveux étaient plaqués sur mon visage. Mes chaussures couinaient à chaque pas, mais cela m'était égal. Il fallait juste que je m'éloigne. Seulement quelques heures auparavant, je croyais être sur le point de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Antoine Leclerc, l'homme avec qui je sortais depuis près d'un an, m'avait invité à dîner avec ses parents. Il me l'avait dit avec son sourire facile, celui qui faisait fondre tous mes doutes. C'est le moment que tu les rencontres, Nat. Tu comptes beaucoup pour moi. Ces mots avaient résonné dans ma tête alors que je me regardais dans le miroir plus tôt dans la soirée, choisissant soigneusement ma tenue et me disant que c'était peut-être le moment. Peut-être qu'il prévoyait de me demander en mariage bientôt. Mais rien ne m'avait préparé à ce dans quoi j'allais m'engager. Les Leclerc étaient riches. Riches d'une manière que je n'avais vue que dans les magazines. Leur maison n'était pas seulement grande. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine d'architecture. La table de dîner était assez longue pour accueillir 20 personnes, même si seulement 4 d'entre nous y étions assis. Et dès que j'ai dit bonjour, j'ai eu l'impression d'être entré dans un monde auquel je n'appartenais pas. Les yeux de sa mère m'ont parcouru comme un scanner, calculateur et froid. La poignée de main de son père était ferme. Polie, mais sans chaleur. J'ai essayé de sourire, d'essayer de respirer, d'essayer d'ignorer le nœud qui se serrait dans mon estomac lorsqu'ils ont commencé à poser des questions. Pas le genre de questions destinées à me connaître, mais celles destinées à me jauger. Où avais-je fait mes études? Pourquoi seulement un lycée professionnel et pas une université? La couture n'était-elle pas un peu limitée comme carrière? Ma famille possédait-elle des biens ou était-elle locataire? Chaque réponse semblait diminuer leur déjà maigre opinion de moi. Et Antoine? Il était assis là, visiblement mal à l'aise, mais sans jamais intervenir. Pas une seule fois il n'a dit « Elle est incroyable et je l'aime ». Ni même « Maman, papa, ça suffit ». Il gardait les yeux baissés, comme gêné. J'ai quitté la table avant le dessert. Je ne pouvais plus supporter une seconde de faire semblant de ne pas me briser à l'intérieur. J'avais espéré. Peut-être naïvement, qu'Antoine me suivrait, qu'il prendrait ma main et me dirait qu'il se fichait de ce qu'il pensait, mais il ne l'a pas fait. Je suis sorti seul dans la tempête. Et il est resté. Me voici donc, traînant sous la pluie, serrant mon sac à main contre ma poitrine comme si cela pouvait préserver ma dignité. J'ai songé à rentrer directement à la maison. Mais je ne pouvais pas encore. Ma mère, Isabelle, souffre d'une maladie cardiaque. Le stress est dangereux pour elle et elle a toujours été sensible à mes humeurs. Je ne pouvais pas rentrer en pleurant. Je ne pouvais pas lui montrer l'humiliation gravée sur mon visage. Elle avait déjà assez souffert. Elle n'avait pas besoin de porter non plus mon chagrin. Alors, j'ai continué à marcher jusqu'à ce que j'aperçoive les lumières chaudes d'un petit café ouvert 24h24 au coin de la rue. Je me suis glissé à l'intérieur. Secouant l'eau de mes cheveux et m'essuyant le visage, faisant semblant que seules les gouttes de pluie marquaient mes joues. L'odeur des grains de café torréfié m'a enveloppé comme une couverture. Et pendant un instant, je me suis autorisé à respirer. Mais ensuite, la vérité m'a frappé. Tout cela ne concernait pas seulement Antoine ou ses parents. Cela me concernait moi. Chaque fois que je m'étais dit que je n'étais pas assez bien parce que je n'avais pas de diplôme prestigieux ou de fonds fiduciaires. Chaque nuit passée à la machine à coudre. À bâtir un rêve si petit que je pensais qu'il comptait à peine, et comment j'avais placé tant d'espoir en quelqu'un qui, au moment crucial, était resté silencieux. J'ai replié mes mains autour d'une tasse de café fumante et j'ai regardé la pluie. Elle brouillait tout, les voitures, les lumières, les passants qui se dépêchaient. Mais elle ne pouvait pas brouiller la vérité que je commençais enfin à voir. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était peut-être juste le début brutal et désordonné de quelque chose que je n'avais pas encore imaginé. Quand j'étais petite fille, il n'y avait que maman et moi. Pas de frère, pas de sœur. Pas de papa qui nous attendait à la porte en rentrant. Mon père était parti avant même que je puisse me souvenir de lui. Et maman ne parlait jamais mal de lui.
Elle disait juste que certaines personnes ne sont pas prêtes à aimer comme une famille en a besoin. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous vivions dans un modeste appartement de 2 pièces à la périphérie de Lyon. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous. Ou plutôt, c'était loué et décoré avec amour. Ce qui parfois revient au même. Maman travaillait comme assistante administrative dans une petite entreprise d'assurance. Toujours jonglant avec les paperasses et les appels téléphoniques avec un sourire calme sur le visage. Même les jours où je pouvais voir à quel point elle était fatiguée, elle rentrait, accrochait son manteau et demandait « Alors, Nat, de quoi as-tu rêvé aujourd'hui ?» Sa maladie cardiaque n'était pas quelque chose que je comprenais quand j'étais enfant. Je savais juste qu'elle s'essoufflait en montant les escaliers ou qu'elle devait s'asseoir lorsque sa poitrine se serrait. En grandissant, j'ai réalisé à quel point elle était fragile et en même temps forte. Les médecins lui avaient dit des années auparavant de ne pas prendre de risque de grossesse à cause de son cœur faible. Mais elle avait décidé que la vie sans moi ne valait pas la peine d'être vécue. Elle disait toujours « Je te voulais, Nathalie. Tu étais mon rêve avant même ta naissance. » En raison de sa santé, j'ai appris très tôt à être indépendante. Pendant que les autres enfants jouaient dehors jusqu'à la tombée de la nuit. J'apprenais à préparer des dîners simples ou à plier le linge pour que maman n'ait pas à se surmener. Cela ne m'a jamais paru être un fardeau. Elle m'avait donné tout ce qu'elle pouvait. Et lui rendre l'appareil me semblait naturel. Ce que maman me donnait le plus, cependant, c'était la créativité. C'est elle qui m'a appris à coudre quand j'avais 9 ans. Elle avait une vieille machine à coudre Singer, bruyante et têtue, qui cognait et couinait, mais qui transformait toujours le tissu en quelque chose de beau. Je me souviens être assise à cette machine, mes pieds atteignant à peine la pédale, cousant des lignes de travers sur des chutes de vieux tissus. Pendant que maman applaudissait comme si j'avais terminé un défilé. Elle disait toujours, tes mains sont douces, Nat, et cela signifie que tu feras quelque chose de beau de ce monde. Au lycée. Je savais que je voulais dessiner et confectionner des vêtements. Pas de grande collection de mode ou de magazines glacés. Juste des robes simples et élégantes qui faisaient que les vraies femmes se sentaient spéciales. Je n'avais ni l'argent ni les notes pour une école de design coûteuse. Mais je me suis inscrite à un programme professionnel juste après l'obtention de mon diplôme. Les gens me regardaient parfois bizarrement quand je disais que j'allais devenir couturière. Comme si ce n'était pas assez ambitieux. Mais les yeux de maman s'illuminaient chaque fois qu'elle me voyait travailler, et cela suffisait. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, et je l'avoue. C'était parfois difficile. Il y a eu des Noëls où les cadeaux étaient faits maison et des anniversaires où le dîner se résumait à des pâtes et du pain. Mais nous avons beaucoup ri. Nous avons plaisanté sur notre vieux canapé qui grinçait, nous avons repeint nous-mêmes les placards de la cuisine un été. Et transformé le salon en podium improvisé quand j'ai fini ma première vraie robe. Pourtant, il y avait des nuits où j'entendais maman pleurer doucement dans sa chambre. Essayant de ne pas faire de bruit pour que je ne le remarque pas. Je savais qu'elle s'inquiétait pour l'avenir, pour ce qui se passerait si son cœur s'aggravait. Pour la manière dont je prendrais soin de moi si quelque chose lui arrivait. Et même si j'étais jeune, je me suis promis de trouver un moyen d'améliorer nos vies. Cette promesse est la raison pour laquelle j'ai travaillé si dur, pourquoi j'ai pris des quarts supplémentaires à l'atelier de retouche, pourquoi je sortais rarement. Rencontrer Antoine m'a donné l'impression que l'univers me récompensait pour tous ses efforts. Il me faisait me sentir vu. Comme si quelqu'un comprenait enfin que je n'étais pas juste une fille avec une machine à coudre. Et peut-être est-ce pour cela que son silence à table m'a fait tant de mal. Car il a brisé non seulement l'idée qu'il avait de lui-même, mais aussi l'idée que tout mon travail acharné m'avait enfin mené à quelqu'un qui me valorisait. Maman ne savait rien de tout cela encore. Elle savait seulement que j'étais sorti pour rencontrer quelqu'un d'important et que je n'étais pas rentré avec l'éclat qu'elle attendait. Elle attendait, fragile et pleine d'espoir. Complètement inconsciente que le cœur de sa fille venait d'être brisé. Mais je n'étais pas prête à lui dire, pas encore. Elle avait déjà assez à gérer. Et bientôt. J'apprendrai qu'elle avait plus à affronter que nous le pensions toutes les deux. Je me souviens encore de la première fois que j'ai rencontré Antoine Leclerc comme si c'était hier. C'était lors d'une petite soirée de gala à laquelle mon amie Lily m'avait supplié d'assister. J'ai failli ne pas y aller. J'étais fatigué d'avoir fait un double service à l'atelier de retouche. Et je n'avais rien qui me semblait digne d'un gala. Mais Lily a insisté, et j'ai cédé, sortant une simple robe marine que j'avais confectionnée moi-même des mois auparavant. Le lieu était magnifique.
des guirlandes lumineuses enroulées autour des piliers, du jazz doux flottant dans l'air, des gens mêlés dans des costumes et des robes qui coûtaient plus que mon loyer mensuel. Je me suis senti mal à l'aise dès que j'ai franchi le seuil, tenant une tasse en plastique de punch comme si c'était mon bouclier. Et puis Antoine s'est approché. Il n'était pas comme les autres. Pas à première vue. Il n'avait pas affiché ce sourire arrogant que j'avais vu chez certains des gars présents. Au lieu de cela, il avait ce sourire chaleureux et confiant. Comme s'il voulait vraiment me parler. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés, son costume évidemment sur mesure, mais il y avait quelque chose de décontracté chez lui. « C'est ta première fois à une soirée comme celle-ci » m'a-t-il demandé, se penchant légèrement pour que je puisse l'entendre par-dessus la musique. J'ai hoché la tête, souriant nerveusement. Ça se voit tant que ça. Il a souri un peu. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Parfois, les gens qui n'appartiennent pas à ces événements sont les plus intéressants. J'ai ri. Ressentant une étincelle inattendue. Nous avons parlé pendant ce qui a semblé être des heures ce soir-là de mon travail, de ses études dans une école de commerce, de nos restaurants préférés en ville. Il n'a pas semblé déconcerté quand j'ai dit que j'étais couturière. En fait, il a semblé impressionné. Tu crées vraiment des vêtements? C'est incroyable. Je sais à peine recoudre un bouton. Dès cette nuit-là, les choses ont évolué rapidement. Il m'a appelé le lendemain, m'invitait à prendre un café, puis à dîner, puis au cinéma. Antoine avait cette énergie. Comme si la vie était un jeu qu'il avait déjà appris à gagner. Il venait de familles aisées, c'était clair, mais il ne l'a jamais fait peser sur moi. Il conduisait une belle voiture. Portait des montres qui valaient plus que toute ma garde-robe. Mais il riait toujours à mes blagues sur les fripes et prétendait préférer mes repas faits maison à toute autre chose de sophistiqué. Pendant des mois, je me suis laissé croire que j'avais trouvé quelqu'un qui me voyait, vraiment me voyait. Quelqu'un qui se moquait bien que je n'ai pas de diplôme d'une université renommée ou d'un nom de famille qu'on laisse tomber lors des cocktails. Mais il y avait des signes discrets que j'ignorais. Comme le fait qu'il ne m'invitait jamais vraiment aux réunions familiales, ou qu'il changeait de sujet quand je lui parlais de ses parents. Ils sont discrets, disait-il. Tu les rencontreras un jour. Et je m'accrochais à ce « un jour » comme si c'était une promesse. J'imaginais les rencontrer et prouver que j'étais digne. Que je n'étais pas juste une fille avec une machine à coudre, mais quelqu'un qui pourrait construire un avenir avec leur fils. Antoine semblait aimer mon indépendance, du moins en surface. Il me regardait travailler tard à l'atelier, s'arrêtant parfois pour m'apporter du café, disant « Tu es la personne la plus travailleuse que je connaisse ». Ces moments me semblaient réels. Il parlait même de projets de voyage, Paris pour les fêtes, peut-être un road trip l'été suivant. Je pensais qu'il était sérieux à propos de nous. Avec le recul, je me demande s'il l'a jamais été. Car quand il m'a finalement dit « C'est le moment que tu rencontres mes parents », j'ai cru qu'il était prêt à passer à l'étape suivante. Mais c'était peut-être juste une case à cocher. Une chose de plus pour que sa vie ait l'air complète. J'en ai parlé à maman la veille du dîner. Elle a souri si fort que cela m'a presque fait monter les larmes aux yeux. Tu vois. Je t'avais dit que les bonnes choses arrivaient aux bonnes personnes, Nat, a-t-elle dit, me touchant doucement la joue. Je ne lui ai pas dit à quel point j'étais nerveuse à l'idée d'impressionner ses parents, de ne pas être à la hauteur. La vérité, c'est que j'étais terrifiée. Mais je voulais croire en Antoine et en nous. C'est pourquoi j'ai dit oui. Pourquoi j'ai enfilé cette blouse rose pâle que j'avais cousue moi-même. Pourquoi j'ai répété des conversations polies dans ma tête sur le chemin. Je n'avais aucune idée à quel point cette soirée allait tout changer. Quand Antoine m'a dit que ses parents voulaient me rencontrer, ma première réaction a été l'excitation, rapidement suivie par la panique. Vendredi soir chez nous, a-t-il dit distraitement. Comme si ce n'était rien. Juste un dîner, Nat. Ils vont t'adorer. J'ai souri et hoché la tête, mais à l'intérieur, j'ai senti le poids de la chose s'installer comme une pierre dans mon estomac. Ses parents possédaient plusieurs entreprises à travers la région. Des concessions automobiles, des investissements immobiliers, même une participation dans une entreprise technologique. Ils n'étaient pas seulement aisés. Ils étaient le genre de riches qui faisaient les gros titres lorsqu'ils faisaient des dons à des œuvres de charité. Et moi? J'étais juste une fille qui réparait des robes de mariée et faisait des ourlets pour des gens qui ne pouvaient pas s'offrir des vêtements neufs. Pourtant, j'ai essayé de voir le bon côté des choses. Peut-être qu'ils verraient à quel point je travaillais dur,
à quel point j'étais indépendante. Peut-être qu'il verrait que j'aimais Antoine pour qui il était, pas pour ce qu'il avait. Le vendredi est arrivé avec une bruine constante qui a refusé de cesser de l'après-midi. Je portais une robe bleu pâle que j'avais faite à partir d'un coupon de tissu en solde des mois auparavant. Simple mais élégante, associée à des escarpins discrets. Je ne pouvais pas me permettre un taxi, et Antoine était retenu au travail, alors j'ai décidé de prendre le bus en ville. C'est là que je l'ai vu. Le bus était presque vide, mais à l'avant, une femme frêle, portant un manteau beige et un bonnet en tricot, se tenait debout, serrant un vieux sac en tissu. Elle se disputait tranquillement avec le chauffeur, la voix tremblante. J'ai juste besoin d'aller à l'hôpital. Mon petit-fils y est. Je vous rembourserai demain, je le jure. Le chauffeur secoua la tête. Madame, je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser monter sans payer. Les gens détournaient le regard, faisant semblant de ne pas entendre. Mais je ne pouvais pas. Quelque chose dans la façon dont elle se tenait là, essayant si fort de maintenir sa dignité, même alors que les larmes lui montaient aux yeux, m'a touché en plein cœur. Je me suis levé et je me suis approché, fouillant dans mon sac pour trouver assez d'argent pour 2 trajets. Tenez, ai-je dit doucement, tendant les billets au chauffeur. La femme s'est tournée vers moi, surprise. Oh, non, ma chère. Je ne peux pas. C'est bon, ai-je dit en souriant. Asseyez-vous. Vous avez dit hôpital, n'est-ce pas? Lequel? Elle a hésité. Puis a murmuré, l'hôpital général, mon petit-fils a eu un accident. Ils disent qu'il ira bien, mais je dois être là. J'ai hoché la tête. Alors vous ne devriez certainement pas rester là à vous disputer. Une sorte de soulagement a traversé son visage et elle m'a saisi la main. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Pas besoin, ai-je répondu en retournant à ma place. Elle s'est assise en face de moi, tenant toujours fermement son sac. Après un moment, elle a parlé à nouveau, sa voix calme mais chaleureuse. Je m'appelle Jeannette Martin, et vous êtes Nathalie. Nathalie Moreau. Elle a souri faiblement. Nathalie, vous avez un cœur généreux. Le monde n'en voit plus assez de nos jours. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Après cela, les seuls bruits étaient le ronronnement du bus et la pluie qui tapait contre les fenêtres. Elle est descendue 3 arrêts avant le mien. Se tournant pour me faire signe. Je m'en souviendrai, ma chère, a-t-elle dit. J'ai souri en retour, pensant que c'était juste quelque chose que les gens disaient. À l'époque. Je n'avais aucune idée à quel point ce moment aurait d'importance. Au moment où je suis arrivé au grand domaine, la bruine s'était transformée en une averse battante. Leur maison se dressait comme un manoir tout droit sorti d'un film. Des colonnes, des jardins paysagers, même une fontaine à l'avant. J'ai marqué une pause devant le portail. Pris une profonde inspiration et je me suis dit de garder la tête haute. Je pouvais y arriver. À l'intérieur, j'ai essuyé les gouttes de pluie de ma robe, répétant des salutations polies dans ma tête. Sourire, serrer la main, complimenter la maison. Ne pas trop parler du travail à moins qu'on ne me le demande. Je pensais que le plus dur de la soirée serait mes nerfs. Je n'avais pas réalisé que ce serait quelque chose de bien pire. Quelque chose qui ferait paraître le trajet en bus, la pluie, même l'inquiétude pour ma robe, si dérisoire. Le majordome. Je ne savais même pas que les gens avaient vraiment des majordomes. Il a ouvert la porte et m'a escorté dans un vestibule si grand qu'il aurait pu contenir mon appartement entier 2 fois. Des sols en marbre, un lustre dégoulinant de cristal, et un escalier qui serpentait comme quelque chose sorti d'un drame historique. J'ai lissé la jupe de ma robe et j'ai essayé d'avaler la boule dans ma gorge. Antoine est descendu des escaliers, souriant de ce sourire facile dont j'étais tombée amoureuse. Tu es arrivé. A-t-il dit, m'embrassant rapidement la joue. Pendant un moment, je me suis détendu. Peut-être que j'avais trop réfléchi. Peut-être que ses parents m'accueilleraient vraiment. Il m'a conduite dans la salle à manger, où ses parents étaient déjà assis à une table assez longue pour accueillir un petit mariage. Son père, grand et large d'épaules, s'est légèrement levé pour me serrer la main. Mademoiselle Moreau, a-t-il dit, poli mais distant, comme s'il accueillait un associé d'affaires qu'il ne prévoyait pas de revoir. Sa mère? Dans une blouse crème impeccable et des perles qui coûtaient probablement plus que ma voiture, m'a jugé du regard et m'a offert un sourire si figé qu'il aurait pu couper du verre. Nathalie. C'est ça?
Nous avons entendu certaines choses. Sa voix s'est éteinte comme si elle voulait en dire plus, mais avait décidé de ne pas le faire pour l'instant. J'ai souri, tirant une chaise. Merci de m'avoir invité. Votre maison est magnifique. Sa mère a légèrement incliné la tête. Oui, nous faisons de notre mieux. Elle ne m'a pas invité à m'asseoir. Elle s'est contentée de retourner ajuster sa serviette. Le dîner a commencé par des banalités, la météo, une gala de charité locale qu'il sponsorisait. Un nouvel investissement que le père d'Antoine faisait. J'ai essayé de faire quelques commentaires ici et là, mais chaque fois que je le faisais, il y avait une pause, un regard entre eux. Le genre de regard qui dit qu'elle n'a pas sa place ici. Puis sont venues les questions. Alors, Nathalie, a commencé sa mère, le bruit de sa fourchette cliquetant doucement contre son assiette. Vous êtes couturière. Oui, ai-je répondu, forçant la gaieté dans mon ton. Je dessine et j'ajuste des robes, principalement de mariage et de soirée. Mais j'espère étendre mon activité aux robes de soirée sur mesure. A-t-elle murmuré. Et où avez-vous étudié pour cela? Je suis allé dans un lycée professionnel ici à Lyon. Ai-je répondu. Ses lèvres ont esquissé ce qui aurait pu être un sourire, mais n'en était pas un. Oh, pas une université de 4 ans. J'ai senti mon visage s'échauffer. Non, madame. J'ai choisi un programme plus court pour pouvoir commencer à travailler et aider ma mère plus tôt. Aider votre mère? A interrompu le père d'Antoine, son ton curieux m'étendu. Va-t-elle mal? J'ai hésité, me demandant combien en dire. Elle a une maladie cardiaque. Je vis avec elle, donc je peux l'aider quand elle en a besoin. Les yeux de sa mère ont jeté un coup d'œil vers Antoine, puis sont revenus sur moi. Quelle admiration, a-t-elle dit sèchement. Le reste du dîner a continué sur le même rythme. Des questions qui n'étaient pas vraiment des questions, des compliments qui ressemblaient à de petites coupures. Louez-vous votre appartement ou en êtes-vous propriétaire? Combien avez-vous de clients? Avez-vous déjà envisagé de changer de carrière? Ce n'était pas ce qu'il disait, c'était la manière dont il le disait. Je pouvais sentir moi-même rapetisser à chaque minute qui passait. Et Antoine? Il était juste là, assis. Il riait aux blagues de son père, hochait la tête quand sa mère parlait. Mais il n'est jamais intervenu pour dire « elle est incroyable et je l'aime ». Il ne m'a pas défendu, n'a pas allégé la tension, n'a même pas croisé mon regard quand j'ai essayé d'attraper le sien. Au moment où le dessert a été servi, mon appétit avait disparu. J'ai posé ma serviette sur la table et j'ai forcé un sourire. Merci beaucoup pour ce dîner. Je crains de devoir y aller. J'ai du travail tôt demain matin. L'expression de sa mère n'a pas changé. Bien sûr, ce fut une rencontre instructive. Je me suis tenu là, serrant mon sac à main, attendant. Espérant qu'Antoine me suive, qu'il me demande au moins si j'allais bien. Mais il est resté assis, marmonnant quelque chose à son père, comme si j'étais déjà parti. Alors, je suis sorti seul. La pluie dehors s'était intensifiée, mais je m'en fichais. Chaque goutte masquait les larmes qui coulaient de mes yeux. Je me suis serré dans mes bras et j'ai commencé à marcher. Le bruit de mes talons frappant le trottoir mouillé étouffant la douleur dans ma poitrine. Quelque part au plus profond de moi, je savais que cette nuit n'était pas juste un mauvais dîner. C'était la fin de quelque chose en quoi j'avais cru, et peut-être à sa manière douloureuse, le début de quelque chose d'autre. Quand je suis finalement rentré à la maison ce soir-là, je suis resté dans le couloir une bonne minute, essayant de me forcer à sourire avant d'ouvrir la porte. La santé de ma mère était fragile. Et la dernière chose dont elle avait besoin était de voir sa fille brisée et trempée, comme un personnage de film tragique. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai essuyé mon visage avec ma manche et je suis entré. Nat, c'est toi, a appelé maman depuis sa chambre. Sa voix portait la même chaleur douce qu'elle avait toujours. Mais il y avait une pointe de fatigue en dessous. Oui, maman, je viens de rentrer. J'ai enlevé mes escarpins trempés et j'ai essayé de paraître gai. Il pleut des cordes dehors. Je pense que j'ai battu mon record de marche en talons. Elle a ri doucement. C'est ma fille. Tout s'est bien passé ce soir? J'ai hésité une fraction de seconde avant de répondre. Oui. Ça a été. Juste fatigué, c'est tout. J'entendais le froissement de ses couvertures alors qu'elle se retournait dans son lit. Tu travailles trop, ma chérie.
N'oublie pas de te reposer. Je n'oublierai pas, maman, ai-je dit, me dirigeant directement vers la douche avant qu'elle ne puisse voir mon visage et poser les questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Sous l'eau chaude, je me suis autorisé à pleurer à nouveau doucement pour qu'elle ne m'entende pas. La piqûre de l'humiliation du silence d'Antoine, le jugement glacial dans les yeux de sa mère. Tout cela s'est répandu et a été emporté dans le siphon. Pendant les jours suivants, je me suis consacré à mon travail, espérant que si je restais suffisamment occupé, la douleur s'estomperait. Mais la vie, semble-t-il, avait d'autres orages en réserve. Un matin, j'ai trouvé maman assise à la table de la cuisine, pâle et se tenant la poitrine. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis précipité vers elle et elle a essayé de me faire signe, juste un peu étourdie. Ça arrive, mais je pouvais voir la vérité dans ses yeux. Elle avait peur aussi. Nous sommes allés voir son cardiologue cet après-midi-là, et après plusieurs examens, nous avons été orientés vers un spécialiste à l'hôpital général. Il était gentil, mais direct. L'état de votre mère s'est considérablement aggravé. Les médicaments ne suffisent plus. Elle a besoin d'une opération, et bientôt. Mon cœur a chuté. Une opération? Quand ça? Dans le mois qui vient. Idéalement dans quelques semaines. Sans cela, son risque d'insuffisance cardiaque augmente considérablement. J'ai hoché la tête, essayant de garder ma voix stable. D'accord, combien cela coûtera-t-il? Il a hésité. Cette hésitation m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Pour quelqu'un sans assurance à ce niveau. Nous parlons de quelque chose comme 80 000 à 100 000 euros. J'ai senti l'air me quitter les poumons. C'était plus que ce que je gagnais en 2 ans, peut-être 3. A-t-il des programmes d'aide? Il existe des programmes caritatifs et des subventions, a-t-il dit, mais la plupart sont ciblés sur les cas pédiatriques ou certains groupes démographiques. Je peux vous donner une liste de fondations à contacter, mais sa voix s'est adoucie. Préparez-vous à ce que cela prenne du temps. Le temps. C'était la seule chose que nous n'avions pas. Ce soir-là, je me suis assise à notre petite table de cuisine longtemps après que maman soit allée se coucher. Fixant la liste froissée de numéros de téléphone et de sites web que le médecin m'avait donnés. J'ai appelé chacun d'entre eux au cours des jours suivants, expliquant notre situation. Implorant de l'aide. Certaines étaient polies mais fermes. Nous ne prenons pas de nouveaux cas adultes pour le moment. D'autres n'ont même pas retourné mes appels. Une femme a soupiré et a dit. Je suis désolé, ma chère, mais ce n'est pas le genre d'histoire pour lesquelles les donateurs ouvrent leur portefeuille. Si vous aviez de jeunes enfants à la maison ou un accident tragique. Les gens réagissent différemment. Je voulais crier. La vie de ma mère était en jeu. N'était-ce pas suffisant? Finalement, par désespoir, j'ai fait quelque chose que j'avais juré de ne pas faire. J'ai appelé Antoine. Il a décroché à la 2e sonnerie, semblant surpris. Nat, salut, je ne m'attendais pas à de tes nouvelles. Antoine, je n'appellerai pas si ce n'était pas sérieux. Ai-je dit rapidement, ma voix tremblant déjà. Ma mère a besoin d'une opération. Une opération cardiaque, et nous n'avons pas l'argent. Je pensais peut-être, j'ai avalé ma salive. Je pensais peut-être que tu pourrais m'en prêter juste le temps que je trouve une solution. Je te rembourserai chaque centime. Il y a eu un silence au bout du fil, puis un rire discret. Nat. Allez. Vraiment? Je savais que quelque chose comme ça finirait par arriver. Ma mère m'avait littéralement averti de cette chose exacte. Elle a dit que si nous rompons, tu trouverais probablement une excuse pour. Ce n'est pas ce que c'est, les jeux interrompus, les larmes me brûlant les yeux. Je ne demande pas pour moi. Je demande pour la vie de ma mère. Ouais, eh bien, je suis désolé qu'elle soit malade, mais je ne suis pas une banque. Ne m'appelle plus, d'accord? Et avec ça, il a raccroché. J'ai regardé mon téléphone. Les mots résonnant encore à mes oreilles. Ne m'appelle plus. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie complètement impuissante. Mon monde s'était réduit à 2 choix impossibles. Regarder la santé de ma mère décliner ou trouver un miracle. Et les miracles, du moins dans mon expérience, n'arrivaient jamais. Mais parfois. La gentillesse a le don de revenir quand on s'y attend le moins. 2 jours après qu'Antoine m'ait raccroché au nez, j'étais assise sur un banc devant l'hôpital général, la tête entre les mains.
J'avais passé la matinée au travail, mais je n'arrivais pas à me concentrer, alors je suis parti plus tôt. Maman était à l'intérieur pour des examens préopératoires. Bien que nous ne sachions toujours pas comment nous allions payer l'opération. J'ai regardé le trottoir fissuré, sentant que la vie venait de me couper le tapis sous les pieds. C'est alors que j'ai entendu une voix familière. Ma chère, Nathalie, c'est toi. J'ai levé les yeux, clignant des larmes. Devant moi se tenait la vieille dame du bus. Celle à qui j'avais acheté un billet quelques jours plus tôt. Son manteau beige était le même, ses yeux toujours doux, mais maintenant plus brillants. Madame Martin, ai-je dit, surprise. Elle a souri et a saisi mes mains. Je t'avais dit que je me souviendrais de toi. Vas-tu bien, ma chérie? Tu as l'air bien. Tu ressembles à ce que j'étais le jour où j'ai perdu mon mari. J'ai secoué la tête, embarrassé. C'est juste une mauvaise semaine. Ma mère est ici. Elle a besoin d'une opération cardiaque, mais nous n'avons pas l'argent pour la payer. Je ne sais pas quoi faire. Pendant un moment, elle m'a étudié, puis s'est lentement assise à côté de moi. Tu es la jeune fille qui m'a donné un billet de bus alors que je n'avais rien dans mes poches. Tu n'y as même pas réfléchi, n'est-ce pas? J'ai haussé les épaules. Ce n'était pas grand-chose. C'était pour moi, a-t-elle dit fermement. Ce jour-là, mon petit-fils a été blessé dans un accident. Sans toi, j'aurais manqué de le voir se réveiller pour la première fois. Elle a regardé par-dessus son épaule et a fait signe. Benjamin, viens ici. Un homme grand, la fin de la vingtaine, s'est approché de nous. Il avait des yeux gentils et portait avec lui la confiance calme de quelqu'un qui avait traversé des moments difficiles et en était sorti plus fort. Mamie, qui est-ce? A-t-il demandé en souriant. C'est la jeune femme dont je t'ai parlé. Celle qui m'a aidé ce jour-là, a-t-elle dit fièrement, comme si j'étais de la famille. Et elle a besoin d'aide maintenant. J'ai voulu protester. Lui dire qu'elle ne me devait rien, mais le mot est resté bloqué dans ma gorge. Ben s'est assis de mon autre côté. Dis-moi ce qui se passe. Quelque chose dans son ton, calme, sans jugement. A brisé tous les murs que j'avais encore. J'ai tout expliqué. L'aggravation de la maladie cardiaque de maman, le coût de l'opération, les appels sans issue aux œuvres de bienfaisance. Même le refus d'Antoine de m'aider. Ma voix s'est cassée plus d'une fois. Mais j'ai continué à parler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Ben n'a pas hésité. Combien te faut-il? J'ai cligné des yeux. Quoi? Non, je ne te demande pas d'argent. Je sais que tu ne me le demandes pas, a-t-il dit calmement. Mais j'offre. Mon entreprise se porte bien, et honnêtement, c'est le moins que je puisse faire. Tu as aidé ma grand-mère alors que tu n'étais pas obligé. Tu lui as donné de la dignité ce jour-là, et je n'oublie pas de telles choses. Des larmes ont coulé sur mes joues. Ben, c'est trop. Je ne peux pas, il a secoué la tête. Tu peux et tu vas le faire parce que ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans quelqu'un qui le mérite clairement. Ta mère mérite de vivre sans s'inquiéter que sa fille se noie dans les dettes. Madame Martin a posé sa main sur la mienne. Tu m'as aidé à voir mon petit-fils. Maintenant, laisse-nous t'aider à garder ta mère. Pendant un long moment, je me suis assise là, tenant leurs deux mains. Submergé par la pure gentillesse d'étrangers qui soudainement ne semblaient plus étrangers. Ben a sorti son téléphone. Je vais appeler le service de facturation de l'hôpital et prendre les dispositions. Et Nathalie, qu'est-ce que tu rêves de faire à part t'inquiéter des factures? J'ai hésité. Puis j'ai souri timidement. J'ai toujours voulu ouvrir mon propre studio de mariée, créer des robes sur mesure plutôt que de simplement modifier le travail des autres. Il a souri. Parfait. Une fois que ta mère sera en bonne santé, nous parlerons aussi de cela. Je connais quelques investisseurs qui adorent soutenir les talents locaux. Je l'ai regardée, stupéfaite. Pourquoi ferais-tu cela pour moi? Son expression s'est adoucie. Parce que la gentillesse mérite d'être rétribuée. Et parce que tu me rappelles ma grand-mère. La force tranquille. Même quand la vie est injuste. Les gens comme toi. Tu es rare. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti de l'espoir. Pas le genre fragile et désespéré, mais quelque chose de réel. De stable, comme le premier jour chaud après un long hiver.
Alors que nous retournions à l'hôpital ensemble, j'ai jeté un coup d'œil au ciel gris dehors et j'ai senti quelque chose changer en moi. Parfois, la vie te brise pour que tu puisses voir qui est vraiment là pour t'aider à ramasser les morceaux. L'opération a été prévue pour la semaine suivante. Et grâce à l'intervention immédiate de Ben, l'hôpital a levé le blocage financier en moins de 48 heures. J'ai été stupéfaite lorsque la responsable de la facturation m'a appelé directement pour confirmer. L'opération de votre mère est entièrement financée. Vous n'avez pas à vous soucier du paiement. Je suis restée là, silencieuse de stupeur, avant de murmurer « merci » encore et encore jusqu'à ce que ma voix s'épuise. Le matin de la procédure. Maman m'a serré la main alors qu'on la poussait dans la salle d'opération. « Nathalie » a-t-elle dit doucement, « ne te laisse pas effrayer par ça. La vie a le don de transformer la douleur en quelque chose de beau. Il suffit de la laisser faire. » J'ai souri, bien que les larmes brouillaient ma vision. Je n'ai pas peur, maman. Plus maintenant. L'opération a duré 6 heures. J'ai fait les 100 pas dans la salle d'attente, mon téléphone serré comme une bouée de sauvetage. Ben et sa grand-mère sont restés avec moi tout ce temps. M'apportant du café, tenant des conversations calmes, me distrayant même avec des histoires drôles sur les bévues d'enfance de Ben. Il était surréaliste de penser qu'il y a seulement une semaine. Ils étaient des étrangers, et maintenant ils étaient une bouée de sauvetage. Finalement, le chirurgien est sorti avec un sourire fatigué. Tout s'est parfaitement passé. Elle est stable et se repose pour une bonne récupération. Elle a un excellent pronostic. Le soulagement m'a submergé comme une vague, me laissant tremblante mais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Je l'ai remercié, j'ai remercié chaque infirmier à vue, puis je me suis effondré sur une chaise, pleurant. Non pas de peur cette fois, mais de gratitude pure. Les mois suivants sont passés dans un flou de visites à l'hôpital, de programmes de médication et de lents progrès de récupération. Maman devenait plus forte chaque semaine, ses joues reprenaient des couleurs, son rire devenait plus facile. Ce n'est qu'après 3 mois que ses médecins ont confirmé qu'elle pouvait reprendre sa routine quotidienne normale. Elle n'arrêtait pas de dire « j'ai l'impression d'avoir reçu une seconde vie ». Fidèle à sa parole, Ben n'a pas disparu après avoir fait un chèque. Il venait souvent, apportant des fleurs pour maman et du café pour moi. S'informant de mon studio de rêve comme s'il ne s'agissait pas d'une conversation anodine. Un après-midi, pendant que maman faisait la sieste, il s'est assis à notre petite table de cuisine, étalant des documents. « Je ne plaisantais pas en parlant d'investir dans ton avenir, Nathalie, a-t-il dit. Je sais que tu veux ton propre studio de mariée. Je veux t'aider à le réaliser. » Je l'ai regardé, stupéfaite. « Ben, tu as déjà fait trop. » Il a souri. « Tu appelles sauver une vie trop? Ce n'est rien. J'ai vu ton travail. C'est incroyable. Tu ne fais pas que coudre. Tu crées des moments que les gens n'oublient jamais. Tu mérites la chance de le faire à ta manière. » Il a fallu un peu de persuasion, mais finalement j'ai dit oui. Pas parce que je voulais de la charité, mais parce que j'avais enfin cru que j'étais digne d'être cru. 9 mois après le rétablissement complet de ma mère. Les créations Moreau a finalement ouvert ses portes dans un espace cosy du centre-ville. Il a fallu des mois de planification, de licence, de rénovation et de développement de ma clientèle. Mais enfin, le rêve était devenu réalité. Maman se tenait à mes côtés lors de la coupe du ruban, les larmes aux yeux, tenant un bouquet que Ben lui avait donné. Ce jour-là. En regardant la petite foule qui nous encourageait, amis, clients, même la grand-mère de Ben, j'ai réalisé quelque chose de profond. La famille, ce n'est pas seulement ceux dont on est issu. C'est ceux qui se présentent quand tout s'effondre. Ben est devenu une présence constante, pas seulement en tant que partenaire commercial, mais en tant qu'ami et peut-être quelque chose de plus. Bien que nous n'ayons jamais précipité les choses. Il y avait un réconfort dans la manière lente et constante dont notre connexion s'est développée. Ancrée dans la confiance plutôt que dans l'infatuation. Un après-midi, une jeune future mariée est entrée dans ma boutique, timide et silencieuse. Disant qu'elle ne se sentait belle dans rien de ce qu'elle essayait. J'ai travaillé avec elle pendant des semaines, créant quelque chose rien que pour elle. Quand elle a finalement essayé la robe terminée, elle a fondu en larmes. « Je me sens à nouveau belle », a-t-elle murmuré. Ces mots sont restés avec moi longtemps après son départ car ils faisaient écho à mon propre parcours. Je m'étais sentie brisée et petite, indigne d'amour ou de rêve.
mais par la gentillesse. À la fois donné et reçu, je m'étais retrouvé, debout dans mon studio, entouré de soie et de dentelle. J'ai pensé à Antoine pour la première fois depuis des mois. Pas avec colère, pas avec regret. Mais avec une sorte de gratitude distante. S'il ne m'avait pas laissé tomber, je n'aurais peut-être jamais emprunté le chemin qui m'a mené à cette vie, ces personnes, cette guérison. Parfois. Le chagrin n'est pas la fin. Parfois, c'est le coup de pouce dont vous avez besoin pour découvrir où vous appartenez vraiment. Et alors que je regardais ma mère rire avec la grand-mère de Ben dans un coin, toutes deux en bonne santé et pleines de vie, j'ai réalisé quelque chose. Je ne me contentais plus de survivre. Je prospérais. Et tout a commencé par un simple acte de gentillesse lors d'un trajet en bus pluvieux. Un moment qui a prouvé que le monde peut encore vous surprendre de belle manière.